Bienvenue à toutes et tous et merci beaucoup d'être aussi nombreux ce matin. Les membres du collectif sont fiers de vous présenter ce plaidoyer annuel qui est le fruit d'un travail collectif de plusieurs mois. Alors pour commencer, voici les règles de la séance et le programme sur lequel nous reviendrons. Donc en introduction, on souhaitait vous rappeler que le collectif est composé de 27 structures membres que vous voyez apparaître à l'écran et que le collectif donc, a été créé en 2015 et a deux objectifs principaux qui sont un, faire avancer les droits des aidants et deux, les rendre plus visibles dans la société de manière globale. Le collectif mène 4 actions phares durant l'année, qui est premièrement une mobilisation et un portage de la Journée nationale des aidants, des actions de plaidoyer dans lesquelles s'inscrit ce plaidoyer annuel, des campagnes de sensibilisation et de communication et l'organisation d'un appel à projet qui s'appelle le prix Initiative Aidant. Nous sommes soutenus et nous remercions à nouveau nos partenaires qui sont avec nous depuis le début, qui sont Teva, la région Île-de-France, AG2R La Mondiale, Massif, Malakoff Humanis, Janssen, Harmonie Mutuelle et Nexecure Assistance. Donc ce plaidoyer 2021, donc qu'est-ce qu'il est? Donc chaque année, nous c'est le 4e que le collectif mène et donc le thème est choisi par les aidants via une consultation en ligne. Donc après un plaidoyer sur la santé, la précarité et le répit, cette année le thème c'est l'isolement social des aidants. Pour mener à bien ce travail, nous nous sommes appuyés sur la littérature scientifique et les acteurs de terrain. Et l'objectif à travers ce plaidoyer, c'est à la fois de faire évoluer les politiques publiques pour rompre l'isolement social des aidants, mais aussi vulgariser finalement ce thème et le rendre plus accessible à toutes et tous. Voici donc le programme de cette conférence, donc avec une première partie autour de l'isolement social, de quoi parle-t-on? Et puis la présentation de 3 solutions innovantes qui sont les lignes d'écoute, l'accompagnement des aidants et les séjours de répit. Et puis enfin une dernière partie sur la présentation des 10 propositions du collectif que vous pouvez retrouver dans ce plaidoyer qui est en ligne actuellement. Pour commencer, donc l'isolement social, de quoi parle-t-on? Avant cela, peut-être rappel des définitions de qui sont les aidants. On compte à ce stade, les aidants sont toutes les personnes aux liens étroits et stables, résidant ou non sous le même toit que le ou la proche aidée, qui lui viennent en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. À ce stade, nous pensons qu'il y a le chiffre actuel, 11 millions d'aidants en France, mais nous savons que ce chiffre est sous-estimé et va augmenter dans les prochaines années du fait de l'allongement de la vie, de l'augmentation des maladies chroniques. Parmi ces 11 millions d'aidants, 58% sont des femmes, mais plus le volume de la charge augmente, plus la part des femmes augmente. Ils et elles sont 62 en activité professionnelle et on estime environ à 500 000 le nombre de jeunes aidants de moins de 18 ans. Parmi donc ces aidants, plusieurs situations existent, des enfants de parents, par exemple en perte d'autonomie, des parents d'enfants en situation de handicap, des conjoints et des conjointes ou des petits-enfants qui s'occupent de leurs grands-parents. Donc on voit finalement une diversité de situations, mais qui relèvent des mêmes problématiques que nous allons voir maintenant. Donc l'isolement social des aidants, très particulièrement, de quoi parle-t-on? Nous sommes partis de la définition que vous voyez à l'écran. Sont considérées comme étant isolées les personnes qui n'ont de contact de visu que quelques fois dans l'année ou moins avec les membres des 5 réseaux, donc on note familial, professionnel, amical, affinitaire ou de voisinage. On estime que l'isolement social touche environ 10 à 15 des Français et on sait que 50 des aidants se sentent seuls. Donc on voit une plus grande proportion donc des aidants et une vraie problématique. Lors de nos travaux, nous nous sommes rendus compte qu'il existe finalement peu d'études sur l'isolement social précisément des aidants. Donc on a fait le choix de, comment dire? De s'appuyer sur des travaux de littérature scientifique sur l'isolement, de manière globale et de tracer des liens entre l'isolement social et celui des aidants. Ce qu'on voit, c'est que les aidants, cumulent plusieurs facteurs déterminants dans l'isolement social. Par exemple, les personnes isolées sont plus nombreuses parmi les personnes âgées. On sait que, 57 des aidants ont plus de 50 ans. On sait que les personnes isolées sont plus nombreuses parmi les personnes qui ont une mauvaise santé ou qui sont en situation de handicap. On sait que les personnes isolées sont plus nombreuses parmi les personnes qui n'ont pas accès aux loisirs ou les personnes en situation de précarité. Donc, on voit que ces facteurs se retrouvent dans, comment dire, les caractéristiques qu'on peut trouver chez les aidants.
Le cercle vicieux donc de l'isolement social, des aidants, donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est un terme utilisé par, les sociologues finalement pour, décrire un ensemble de facteurs qui au fur et à mesure conduisent, les aidants à, finalement un retrait progressif de la société. Ce cercle vicieux, il est alimenté par 2 facteurs qui sont un, le déficit de protection, 2, le déni de reconnaissance. Donc pour commencer sur le déficit de protection, ce qui ça veut dire donc ne pas pouvoir compter sur ses proches et sur les institutions, et il est créé par un manque de temps, de liens professionnels et de moyens. Donc pour revenir sur, le manque de temps, de liens professionnels et de moyens, un verbatim, donc nous avons, dans ce plaidoyer, nous sommes appuyés sur, les témoignages d'aidants que nous avons rendus anonymes, et donc ce témoignage de Muriel dit que: «Partagé entre le travail et l'assistance à mon père, je n'avais plus de temps pour moi et exprimer mes angoisses. Mon rythme de vie, je me suis coupée de la société progressivement. Mon père est désormais parti, mais je reste dans cet isolement social». Donc on voit effectivement là cette notion de manque de temps qui est caractéristique de l'ensemble des aidants. On sait que 61% des aidants s'occupent d'un proche, mais qu'ils et elles sont 39% des aidants à s'occuper de 2 proches ou plus. Ça peut être le cas quand on s'occupe d'un parent et d'un enfant, en même temps. Donc ce qui conduit finalement à la multiplicité de ces tâches et l'articulation avec une vie professionnelle et une vie personnelle, ce qui inclut des choix, dans la gestion de son temps, et ce qu'on remarque, c'est que les activités négligées sont très souvent les temps sociaux, de loisirs et les temps pour soi, du coup, voilà, qui, créent en tout cas, cet isolement social, en partie. Deuxièmement, donc le manque de liens sociaux professionnels, donc le témoignage de Marie: «Je me sens isolée car je n'ai aucun contact social en étant à la maison, avec mon fils». Et donc on voit que le manque de liens socio-professionnels a un impact sur l'isolement social. Donc déjà, l'aidance a un impact sur la vie professionnelle. Ça peut entraîner effectivement une réduction du temps de travail, voire carrément un arrêt pour s'occuper de son ou de ses proches. Depuis l'automne dernier, un congé de proche aidant existe rémunéré, mais effectivement, il est restrictif, et un certain nombre d'aidants, ne le demandent pas, en tout cas pour l'instant, et donc il y a un vrai enjeu à permettre, aux aidants de concilier vie professionnelle, vie personnelle et vie d'aidance. Heu et puis enfin, ce déficit de protection, il est alimenté par un manque de moyens. Malgré, tous les dispositifs et toutes les aides, qui existent, il reste, un reste à charge, pour les aidants. Donc, le chiffre qu'on a, c'est que 66 des aidants dépensent en moyenne 2 000 €, voilà, par an, pour des frais de transport, d'aménagement du domicile, de téléassistance. Une plus récente étude de BPCE, qui date de 2020, montre que l'aide médiane tourne autour de 120 € par mois, mais que dans 30 des cas, elle dépasse 250 €. Ce manque de moyens donc entraîne des choix économiques, et là encore, on voit ce que, comme pour le manque de temps, le renoncement, va être celui des loisirs et des temps de vacances, qui va conduire, voilà, donc un enchaînement de facteurs qui, entraînent vers, l'isolement social et alimentent ce cercle vicieux de l'isolement social. Donc ce cercle vicieux est également, alimenté par un déni de reconnaissance. Qu'est-ce que c'est? Donc le déni de reconnaissance veut dire donc ne pas compter pour les autres, ne pas être reconnu, dans son rôle, et donc il est créé à la fois par un manque de visibilité et l'incompréhension de l'entourage. Concernant le manque de visibilité, ce témoignage de Michel, je trouve que le rôle d'aidant est incompris par une bonne majorité de la population. Effectivement, nous, ce qu'on a noté, c'est que si 48 des Français connaissent le terme d'aidant, alors qu'il était de 28 en 2015, donc on voit une nette amélioration. Néanmoins, seulement 38 des Français ont une idée précise de ce dont il s'agit. Donc il y a un réel, finalement, besoin de reconnaissance et de visibilité des aidants, alors qu'ils contribuent activement, à la société. Voilà, nous, un des chiffres qu'on soulève, hein, c'est 11 milliards d'euros par an, d'économies. C'est ce que représente la contribution des proches aidants, pour la société à travers effectivement ce travail, invisible et gratuit. Ce déficit, ce déni de reconnaissance, il est également, comment dire? Alimenté par, un manque de reconnaissance, et donc quand j'ai vécu donc ce témoignage de Sarah, quand j'ai vécu mes amis, il faut dire que mon mari avait fait un AVC majeur en 1997. Il est décédé le 26 septembre 2020. Les dernières années ont été très dures et personne ne comprenait que j'avais besoin d'aide, d'amis compréhensifs. On note là effectivement l'incompréhension de l'entourage, puisque l'aidance
concernent des sujets qui sont encore tabous dans notre société, comme le handicap, la maladie et la mort. Cela peut entraîner effectivement des sentiments de peur, de gêne, de maladresse, de rejet de la part de l'entourage qui ne comprend pas toujours ce rôle d'aidant. Les aidants sont également victimes de discrimination, donc à travers leurs proches, qui, par exemple, ne peuvent pas accéder à l'ensemble des lieux publics et privés, sont eux-mêmes discriminés dans leur accès à ces lieux. Les aidants font également face à des problématiques spécifiques que les autres personnes n'ont pas à gérer, donc notamment une gestion du futur, et une vision du futur très différente puisque, les aidants, se projettent finalement assez peu, dans l'avenir puisque, l'avenir dépend beaucoup, de l'état de santé, du proche ou des proches. Hem et finalement, ce qui peut entraîner à la réduction du cercle social autour des aidants et peut-être un recentrage autour des personnes compréhensives qui sont, voilà, peu nombreuses ou avec, par exemple, d'autres aidants. L'impact des confinements, on a voulu faire un encart effectivement dans ce plaidoyer de cette situation, très particulière. Donc, le collectif, Je t'aide a mené une enquête en août 2020 sur l'impact du premier confinement, sur les aidants, ce qui effectivement a fait ressortir ce chiffre, hein, 61 des aidants et des aidantes ont eu un niveau d'inquiétude élevé face à la situation sanitaire. Donc cette inquiétude, se traduit, enfin c'est en tout cas, manifesté par plusieurs, facteurs qui sont effectivement premièrement la fermeture d'un certain nombre de structures qui a pu, entraîner, les aidants à prendre leurs proches, chez eux, pour s'en occuper. La réduction, pardon, d'un certain nombre de services, d'information, d'accompagnement qui a laissé, les aidants se «débrouiller» entre guillemets, seuls ou en tout cas de manière beaucoup plus autonome. Et puis ce qui les a amenés à, dans certains cas, réaliser des gestes techniques et médicaux comme, des piqûres, ou des poses de cathéter, ce qui, engendre effectivement un stress supplémentaire de mal faire, de blesser son proche et puis le stress global de transmettre, la Covid-19 à son proche. Quels sont les freins donc à la lutte contre l'isolement? Nous, ce qu'on a effectivement, vu, c'est, un des freins majeurs, c'est encore cette assignation institutionnelle et culturelle de l'aidance dans notre société, pour laquelle, l'aidance, reste encore, une question, du domaine du privé, du domestique, qui relève de la responsabilité des familles, alors que, nous pensons que c'est une question de société et qui doit être partagée par l'ensemble, des membres de cette société et qui finalement va conduire à, se dire que l'aidance ou aider son proche est normal, complètement naturel et donc doit se faire, finalement, seul ou même avec des accompagnements mais mineurs ou en tout cas à ne pas forcément demander de l'aide. Ce qui va entraîner finalement une autocensure de la part des aidants, une culpabilité à demander de l'aide, à demander du répit et à parfois arrêter ou à passer le relais, dans les danses alors qu'on sait qu'effectivement des situations d'aidance se jouent sur plusieurs années, voire parfois des dizaines d'années et donc effectivement un long chemin. Et puis enfin un autre frein, ce sont les complexités administratives. Les droits sont là, dans beaucoup de cas, mais sont encore difficiles d'accès et donc on voit cette notion, d'effectivité, des droits. Quels sont les risques de l'isolement social des aidants? Donc, c'est d'abord un risque pour la santé des aidants et des aidés. Donc, on sait que 18 des aidants déclarent avoir renoncé à des soins, alors qu'ils en ressentaient le besoin. Donc, à la fois, voilà, des risques pour leur santé, mais aussi des risques pour les personnes aidées puisque, ce stress et cette fatigue cumulés sur un certain nombre d'années peuvent entraîner involontairement, des situations de maltraitance. Et puis, un dernier risque aussi qu'on a identifié, en lien aussi avec l'isolement social de manière globale, les personnes isolées, enfin, manifestent plus de défiance envers les institutions, que le reste de la population et finalement ce qu'on voit, un des risques, c'est à la fois donc ce cercle vicieux de l'isolement, ce retrait progressif de la vie, en société, mais aussi de la vie, citoyenne avec des personnes qui vont moins voter ou avoir tendance à voter, aux extrêmes puisqu'elles n'ont plus confiance dans ces institutions qui ne les ont pas, suffisamment aidées, dans leur parcours d'aidant. Je laisse maintenant, la parole, aux échanges, donc vous pouvez donc écrire, sur le chat. Hem, voilà. Mmh. Alors, sauf erreur de notre part, nous ne voyons ni main levée, ni question dans le chat. N'hésitez pas à réagir ou peut-être, demander des précisions sur un certain nombre de points qui vient d'être, abordés. Donc on voit, 2 mains, donc Catherine Rocher-Paris et Hock Xuan Tan. Donc peut-être, madame Rocher-Paris et ensuite madame Tan.
Alors, excusez-nous parce qu'il faut qu'on remette les micros. Il y a le temps de s'adapter au Zoom webinaire. Morgane, en attendant, si tu veux, il y a une question dans le chat, en attendant que les micros se lancent. Donc effectivement, en attendant qu'on puisse donner la parole, on s'en excuse. Pensez-vous pertinent que la spécificité du parent aidant soit étudiée? Peut-être, Alice, Pascal ou Johanna, si vous souhaitez répondre à cette question? Je veux bien essayer d'y répondre. On a effectivement plusieurs catégories d'aidants. On parle des parents aidants souvent en priorité, des conjoints aidants, des enfants aidants, des jeunes aidants. Voilà les 4 à peu près représentations des catégories d'aidants sur les 11 millions d'aidants en France. On doit parler d'une spécificité concernant les parents aidants. Première évidence, évidemment, c'est de passer du rôle de parent tout court à celui de parent aidant, avec cette particularité que beaucoup de parents restent parents et refusent souvent le terme d'aidant. Néanmoins, le fait d'associer le terme d'aidant à parent aidant permet parfois et souvent de bénéficier de certains droits qui sont aujourd'hui identifiés, de certaines aides, puis également de peut-être être dans un parcours un peu différent. Il y a une statistique qui est dramatique. 40% des parents aidants sont amenés à divorcer devant la particularité et la difficulté de ce parcours qui souvent, c'est une autre spécificité qui dure souvent une vie entière, avec un impact sur la famille, sur la vie professionnelle, sur les autres frères et sœurs, la vie tout court de cette famille. Donc, il y a une vraie spécificité concernant les parents aidants. Tous ces aidants dont on vient de parler, et ces 4 catégories ont tous des points communs, bien évidemment, mais il y a une vraie particularité concernant les parents aidants. Oui, complètement. Si je peux juste compléter, effectivement, les parents, donc il va y avoir un enfant qui va avoir besoin d'être aidé, mais il y a souvent des frères et sœurs qui sont là, qui font partie de la famille et qui ont besoin d'être écoutés et dont on doit prendre soin comme d'un enfant je dirais, normal, mais ce n'est pas forcément le cas et il y a parfois des parents qui ne se rendent pas compte non plus que les frères et sœurs ont besoin d'attention également et ça peut amener à des situations difficiles au sein de la famille. Donc c'est vrai qu'avoir un statut particulier pour les parents, ce serait vraiment important pour les parents, pour l'enfant qui a besoin d'être aidé et pour les autres frères et sœurs. Merci beaucoup Pascal et Johanna pour la réponse à cette question. Donc Monsieur Tan, normalement, vous pouvez activer votre micro pour poser votre question. Je mets la vidéo en ligne. Si vous le souhaitez, oui, merci. Ouais. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Okshan Tan, donc je représente un petit peu le collectif Apiviam Massif Mutualité. Je suis délégué. Donc, c'est la première fois que j'interviens dans le cadre de cette mission d'aidant d'aider. Je peux comprendre aussi, c'est comme vous avez dit, à un moment donné, on peut être aidant aidé tout au cours de sa vie. Voilà, comme on dit, les malades n'arrivent pas qu'aux autres, on va dire. Donc, ma question, j'ai même plusieurs questions à vous poser. Ne faut-il pas mettre un statut particulier à cette mission, l'officialiser et sous quelle forme mettre une garantie en termes de reconnaissance pour le volontariat? Notamment, l'État est en train de mettre en place le 5e risque
puisque pour pallier à ce problème de génération, hein, donc c'est peut-être le moment, sur un plan politique, de au moins faire quelque chose pour cette reconnaissance. C'est important parce que c'est nécessaire d'ailleurs qu'on aide les personnes pour ça. Alors voilà, c'est ma question. Et deuxième question, votre association Je t'aide, qu'elle peut apporter dans cette reconnaissance à ces personnes sur un plan, je ne sais pas, soit financier, soit moral, aide, tout ça. Voilà, c'est mes questions. Merci beaucoup. Donc, 2 questions effectivement en une. Donc, faut-il un statut pour les aidants et qu'est-ce que peut faire le collectif dans l'aide aux aidants? Peut-être je donne la parole à Alice Tenover, présidente du collectif, sur ces aspects, tout en sachant que sur la partie peut-être statut, on pourra aussi en parler lors de l'échange sur les 10 propositions de ce plaidoyer. Oui, alors moi, peut-être ce que je propose, c'est qu'on va finalement un petit peu y répondre à la fin de la présentation, quand on va présenter les 10 propositions dans le plaidoyer. Il y a toute une question, en effet, autour du statut. Le collectif Je t'aide s'est positionné sur les plaidoyers, sur les anciens plaidoyers, sur cette question de statut. Clairement, c'est une question, j'ai envie de dire, qui est très importante, avec des points d'interrogation, parce que même au sein même du collectif, on a des questions autour de ça. En tout cas, pour nous, pour nous tous, membres du collectif, ce qui est très important, c'est que les aidants soient reconnus et qu'il y ait des droits pour les aidants. Donc, statut ou non, ce qui est indispensable, c'est cette reconnaissance et cette mise en place de droits. Merci beaucoup, Alice. Je prends juste une dernière question pour ensuite avancer sur la partie solution. Donc une question de Stéphanie, étudiante en les sciences professionnelles. A-t-on pu observer une augmentation de la maltraitance envers les personnes âgées depuis le début de la pandémie? Donc moi, personnellement, je n'ai pas d'études à ce sujet. Est-ce que Alice, Johanna ou Pascal souhaitent, et après, Catherine aussi, peut-être peut intervenir. On va la faire passer en panéliste. C'est une très bonne question. Je pense, si Sandrine est Sandrine d'Espace Singulier dans l'espace, elle a peut-être une réponse. En tout cas, en ayant travaillé au 3977, donc la ligne de lutte contre la maltraitance personnes âgées, personnes en situation de handicap, on a souvent eu cette réflexion que ça serait vraiment très intéressant de travailler autour de la maltraitance et de la question des aidants. Mais à mon sens, aujourd'hui, il n'y a pas d'études communes entre ces deux sujets. Et il n'y en a donc pas de sortie spécifiquement pendant la pandémie, mais ça sera en effet très intéressant de travailler là-dessus. Merci Alice. Pour clôturer ce temps d'échange sur la partie, je laisse la parole à Catherine Rocher-Paris, qui est directrice donc, du pôle gérontologie innovation de Bourgogne-Franche-Comté, voilà, qui a écrit un commentaire dans le chat, mais peut-être qu'il souhaitait voilà, prendre la parole sur ce sujet. Oui, je voulais, merci. Merci Morgane, vous m'entendez? Oui, parfait. Parfaitement, bien. Oui, je voulais plutôt contribuer à répondre à cette question parce que le sujet de la maltraitance dans la relation d'aide au domicile est un sujet très sensible et délicat. Effectivement, on n'a pas d'études qui l'objectivent. On est plutôt dans un contexte sanitaire de maltraitance institutionnelle, finalement. Enfin, aujourd'hui, c'est-à-dire que l'isolement social n'est pas réellement considéré comme un problème de santé pour les personnes et de santé publique, alors que c'en est un, notamment dans notre champ d'intervention qui concerne les personnes âgées et leurs aidants. Pour la maltraitance entre les personnes au domicile privé, c'est toujours un sujet très compliqué, même lorsqu'on essaie de conduire des études. En tout cas, on n'a pas d'études qui l'objectivent aujourd'hui.
Merci beaucoup à toutes et tous pour vos questions, hein, vos remarques et l'enrichissement de cette discussion. Je vous propose qu'on passe donc à ce deuxième temps de conférence qui est orienté solutions, donc lutter contre l'isolement social des aidants. Et pour cela, nous souhaitions vous proposer 3 groupes d'initiatives, 3 groupes de solutions, donc qui sont 1, les lignes d'écoute, 2, l'accompagnement et les groupes entre pairs, et 3, les séjours de répit. Donc pour commencer sur les lignes d'écoute, donc je laisse donc la parole donc à nouveau à Alice Stenover qui est avec cette double casquette de présidente du collectif Je t'aide, mais aussi directrice de l'association Avec nos proches, et qui va nous expliquer qu'est-ce que sont les lignes d'écoute et en quoi elles permettent de répondre à cet isolement social des aidants. Ouais, merci Morgane. Donc, parmi les solutions pour briser l'isolement social, il existe les lignes d'écoute qui vont vraiment être la première finalement porte d'entrée pour briser l'isolement. On est d'ailleurs plusieurs au sein du collectif à proposer un soutien par téléphone. Donc vous voyez les noms qui s'affichent des représentants du collectif. Évidemment, en dehors du collectif, il y a aussi énormément de lignes qui sont proposées. Donc, les lignes, elles peuvent être portées par différentes structures. Ça peut être aussi bien des entreprises que des associations, des fondations et également des collectivités territoriales. Non, Jérémy, c'était bien. Tu peux passer à la slide. Merci beaucoup. Après, ce sont donc à travers des lignes d'écoute, on peut avoir vraiment des offres qui vont être très différentes de par l'échelle en fait d'intervention. Donc, on retrouve des lignes nationales, des lignes départementales, même des fois des lignes territoriales. On a des lignes qui sont pour tout type d'aidants. Il y a aussi des lignes qui vont être spécifiquement autour d'une pathologie, d'une fragilité. Et aussi, elles peuvent être aussi bien animées par des bénévoles que par des professionnels, ou même sur certaines lignes, on retrouve les deux. En tout cas, l'objectif généralement de toutes ces lignes, c'est d'offrir un espace d'écoute bienveillant aux aidants et également de pouvoir informer des autres ressources qui sont existantes et parfois même d'orienter. Donc, il va y avoir aussi dans les différences d'offres, on va pouvoir voir que certains proposent un accompagnement par le téléphone qui est un petit peu plus avancé, un peu plus poussé que d'autres. Donc, si on cible vraiment le bénéfice et les plus-values des lignes d'écoute par rapport à la lutte contre l'isolement social des aidants, tu peux passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Donc, je le disais en introduction, c'est que finalement, la ligne d'écoute, c'est une première porte qui est extrêmement facile à franchir pour briser l'isolement. Morgane parlait du manque de temps des aidants. Donc, de décrocher son téléphone, de ne pas avoir à se déplacer, ça va permettre de faire gagner du temps. Donc, c'est vraiment une solution qui est facile d'accès, on va dire techniquement, puisque en plus, le téléphone, c'est un outil qui est présent dans tous les foyers français et qui est utilisé par tout type d'âge. Donc, c'est vraiment un outil qui est très, très intéressant. D'autant plus, on a pu le voir, je veux dire, malheureusement, pendant cette période de confinement, que le téléphone, même si on est confiné, c'est un outil qu'on peut continuer à utiliser. Donc, c'est vraiment une ressource essentielle. Donc, voilà, un accès qui est très simple techniquement, mais aussi psychologiquement. On sait que les aidants, et Morgane en parlait un peu, des dénis, on sait que les aidants, il y a plein de formes de freins à l'utilisation des ressources. Et donc, psychologiquement, la ligne d'écoute, ça va être aussi une solution qui va être facile à utiliser. Déjà parce qu'on a aussi, par le téléphone, une forme de confidentialité, d'intimité, puisqu'on va utiliser la ressource depuis un lieu que l'on connaît, donc généralement depuis chez soi. Donc, ça permet à l'aidant d'être plus à l'aise. Il y a aussi la notion d'engagement où quand on est caché derrière son téléphone, on a moins peur de s'engager, on a moins peur d'affronter les personnes, donc c'est aussi beaucoup plus facile.
Il y a aussi une question de coût, parce que pour rappel, on a bien fait un plaidoyer sur la précarité. Et donc, une ligne d'écoute, c'est une solution qui est à un coût moindre, généralement. Donc, voilà, ça peut vraiment faciliter son utilisation. En termes d'isolement social, la ligne d'écoute, ça va être aussi un premier pas, voilà, pour libérer la parole, libérer cette parole qui a souvent été contenue pendant plusieurs mois. Quand on regarde généralement les études autour des lignes d'écoute, les aidants appellent les lignes, c'est généralement la première ressource qu'ils utilisent, et ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont aidants. Donc, l'aidant va pouvoir plus facilement libérer sa parole. Et grâce à ces lignes d'écoute spécialisées, l'aidant va pouvoir échanger avec quelqu'un qui connaît ses difficultés, donc sans peur d'être jugé, parce que, mine de rien, quand il accompagne son proche, il est toujours face à une ressource qui est spécialisée dans la fragilité du proche, ou qui se concentre sur la fragilité du proche. Là, c'est vraiment des professionnels, des bénévoles qui sont concentrés sur l'aidant et sur ses problématiques. Donc, il y a une peur du jugement qui est moins importante. Et donc, il va avoir au téléphone des personnes qui le reconnaissent. Et on parlait aussi il y a quelques minutes de ce besoin de reconnaissance. Et c'est en cela, en fait, que la ligne d'écoute va briser cet isolement. C'est qu'il va pouvoir échanger avec une personne et il va pouvoir être reconnu dans son rôle. Donc, on parlait de tous ces freins psychologiques. La ligne d'écoute, elle va commencer en fait ce travail de cheminement de l'aidant à pouvoir utiliser d'autres ressources. Ça va lui permettre de prendre du recul puisqu'il va poser des mots sur sa situation. Il y a d'ailleurs des lignes d'écoute même qui font vraiment des évaluations complètes de la situation d'aide. Donc, ça permet voilà, de prendre du recul, qu'il puisse se reconnaître lui-même comme aidant. Et l'interlocuteur va pouvoir aussi travailler sur cette déculpabilisation à utiliser des ressources et à prendre soin de lui. Donc, ça, c'est vraiment un cheminement qui est très important pour l'aidant à l'utilisation de ces ressources et donc à la lutte contre l'isolement social. Grâce aux lignes d'écoute, en plus de cette libération de la parole et de ce temps d'écoute, l'aidant il va pouvoir aussi être informé de solutions existantes, parce que de toute façon, généralement, nos objectifs dans les lignes d'écoute, c'est de pouvoir orienter vers des acteurs de proximité qui vont pouvoir bâtir un réseau autour de l'aidant et de l'aider. Et donc, pour certaines, il va même y avoir une orientation personnalisée, voire un accompagnement de l'aidant. Ces orientations, elles peuvent être diverses, vraiment en fonction du besoin de l'aidant, ça peut être très, très divers. Mais notamment, il peut y avoir parmi ces solutions d'orienter vers des groupes d'aidants entre pairs. Et c'est ainsi que je clôture sur l'apport des lignes d'écoute et que je passe la parole à Pascal sur ce type d'accompagnement-là. Merci beaucoup. Merci. Pour répondre à Sébastien qui vient de poser une question sur la ligne d'écoute, on fera un temps d'échange après l'intervention des 3 intervenants. Donc, on note bien votre question, on répondra avec les autres juste après. Donc, je laisse maintenant la parole à Pascal Jeannot, qui est président fondateur de la Maison des aidants et vice-président du collectif Je t'aide, qui nous présente donc les solutions d'accompagnement des aidants et des groupes entre pairs. Bonjour à tous et toutes. Pour rappeler juste notre point de départ, 11 millions de parents aidants, de conjoints aidants, d'enfants aidants, de jeunes aidants. Une grande majorité s'imagine souvent être seule à rencontrer les difficultés quotidiennes qu'ils rencontrent tous. 60% d'entre eux ne savent pas qu'ils sont devenus des proches aidants. Alors, Alice nous présentait tout à l'heure effectivement une porte d'entrée via les lignes d'écoute. Il n'y a pas une solution pour les aidants qui fonctionne mieux que d'autres. C'est souvent l'association de ces différentes solutions qui vont permettre à un aidant de peut-être modifier un petit peu son parcours et l'accompagnement, le soutien, qu'il soit en groupe ou en individuel, va contribuer également
à faire que cet accompagnement des aidants puisse rompre quelque part l'isolement qui est notre thème d'aujourd'hui. Alors, l'accompagnement des aidants, qu'il soit fait par des professionnels de la relation d'aide ou du soin, que ce soit des infirmières, des travailleurs sociaux, des psychologues, type de profil qu'on rencontre la plupart du temps, comme je le disais précédemment, va pouvoir se faire soit de façon individuelle, soit en groupe. Il va y avoir voilà, un certain nombre de personnes pour qui le groupe est un endroit où ils ne sont pas particulièrement à l'aise et on voit immédiatement que la notion d'accompagnement individuel va prendre toute son importance. Beaucoup d'aidants d'ailleurs pensent, parfois à juste titre, que leur parcours, leurs proches, leur histoire, leurs difficultés naissant parfois sans commune mesure avec celle des autres. Alors, la plupart du temps, il s'agit de groupes entre pairs, regroupés ou non dans des situations similaires. Alors, un certain nombre d'associations sont, voilà, de part, d'associations d'ailleurs de malades parfois, vont cibler en particulier soit des maladies neurodégénératives, soit au contraire élargir ce groupe entre pairs à un ensemble de maladies et puis parfois, pourquoi pas, traiter de certaines problématiques pour les 4 catégories d'aidants que nous avons citées précédemment. Ces groupes, la plupart du temps, sont animés par les professionnels dont je parlais précédemment, parfois associés à un père aidant qui parfois vient enrichir également les réponses parce que quoi de mieux souvent qu'un aidant ayant fait déjà un parcours, ayant fait le deuil de son parcours, a engrangé souvent une longue expérience, une forme d'expertise qui va venir souvent en complément de celle d'un professionnel. Alors, je ne parle pas évidemment au nom de la Maison des aidants Association nationale, hein, qui depuis très longtemps anime ce type d'atelier, mais au nom de, voilà, déjà d'un grand nombre de structures qui font partie de notre collectif. Alors, au travers de différentes dénominations, différentes sémantiques, on va voir qu'il y a des groupes d'échange, des ateliers pour les aidants, des groupes de parole, des cafés, des bistrots pour les aidants, du coaching pour les aidants, le club des aidants également. Enfin, on peut décliner et aujourd'hui, voilà, il y a une certaine imagination sur les dénominations de ces différents groupes et donc animé par France AVC, CACIP Cojazor, AFA, Andissimo, ARFLA, APEH, la Maison des aidants nationale, je vais nommer la BRED, Schizo Espoir. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive et on voit voilà, apparaître assez régulièrement un certain nombre de promoteurs qui, pour certains, tentent de répondre à un ensemble de questions. Alors, ces temps d'échange ont souvent les mêmes finalités. Exprimer et partager les problématiques liées à l'aidance, le vécu au quotidien, et qu'il soit d'ailleurs d'ordre médical, qu'il soit d'ordre relationnel. Les aidants, très souvent, dans ces groupes d'échange, vont évoquer tant la difficulté relationnelle, et là, on va être sur le champ de la psychologie, proprement dit, mais parfois des problématiques très pratico-pratiques. Comment je fais pour comment dirais-je, pallier à des problèmes de déglutition aiguë et notamment de fausses routes, et puis dans le même temps poser des questions sur les aides financières et comment fonctionne par exemple l'APA ou la PCH. Alors, être écouté, se sentir compris, se sentir moins seul, favoriser la création de liens sociaux, c'est bien ce rassemblement avec d'autres aidants qui sont dans la même situation que cette vie sociale va peut-être à nouveau s'enrichir.
Ça a été dit précédemment, hein, 60% des proches aidants sont des actifs. On les nomme des salariés aidants. Et apprendre à concilier vie professionnelle et rôle d'aidant n'est pas une mince affaire. Et découvrir également les solutions existantes au sein de l'entreprise va contribuer souvent à l'amélioration des tensions sociétales. Un rappel, depuis octobre 2020, l'ensemble des entreprises doivent intégrer dans leur démarche RSE la thématique des aidants. Alors notamment, certaines entreprises proposent également des espaces pour leurs salariés aidants. Cet espace va pouvoir fonctionner dès lors qu'un préalable sera mis en place, et notamment une communication transversale, tant au niveau de la cellule RH, par exemple, ou manager ou cadre dirigeant, qu'au niveau des salariés proprement dit. Encore une fois, 60% souvent de ces salariés ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont aidants. Alors, pour éviter justement les risques de stigmatisation de ces salariés aidants qui expriment souvent un besoin d'anonymat, voire un risque de discrimination, cette communication transversale est un préalable assez incontournable. Alors, si on devait parler des bénéfices, de la plus-value de ce type de groupe d'échange, d'ateliers, de cafés, de bistrots, il est clair que, et si on se rappelait, tout à l'heure ça a été évoqué, la notion de santé des aidants, je rappelle juste que la définition de l'Organisation mondiale de la santé nous dit quoi concernant la santé? C'est un état de complet bien-être mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de la maladie ou de l'infirmité. Bien-être physique, mental et social. On voit à quel point que la resociabilisation justement de ces aidants cette resocialisation va permettre de lutter contre l'isolement des proches aidants et donc d'améliorer leur santé et pérenniser pour le coup leur rôle sur le plan qualitatif. Découvrir qu'ils ne sont pas seuls, recréer du lien social, échanger leur expérience entre pairs. On le remarque régulièrement au sein de ces groupes d'échange que d'autres aidants qui ont parcouru parfois avant d'autres certaines difficultés et parfois ayant trouvé des réponses tout à fait appropriées vont faire bénéficier de leur expérience à d'autres aidants. Bénéficier également d'un temps de répit. Ces groupes d'échange, souvent, sont des temps pendant lesquels l'aidant va pouvoir essayer de se ressourcer, de se recentrer, et puis s'informer, se former. Alors, le terme se former est très critiqué aujourd'hui, et on nous dit souvent, voilà, les aidants n'ont pas besoin d'être formés. Oui, ils n'ont pas besoin d'être formés pour devenir des professionnels, on est bien d'accord. Mais acquérir des savoir-être, des savoir-faire, reconnaître ses limites. Les aidants, très souvent, n'ont aucune limite. Accepter de déléguer, c'est extrêmement difficile pour la plupart du temps, pour la plupart d'entre eux, pardon. Prendre du recul, tout simplement. Et les temps qui viennent de s'écouler ont été extrêmement difficiles, et ça a été rappelé. Mais on pourrait parler également de comprendre la maladie de son proche, comment essayer d'agir face à l'ensemble de ces difficultés. Pour finir, je rappelle juste que nous sommes tous, et nous serons tous un jour ou l'autre, un proche aidant. Personne ne se prépare et personne n'est préparé à ce rôle. Et nous sommes assez convaincus que ces groupes entre aidants, entre pairs, animés par des professionnels qui doivent acquérir certaines compétences pour entourer ces aidants, ces groupes donc permettent de s'y préparer à ce rôle d'aidant et souvent à y remédier. Je vous remercie.
Merci beaucoup Pascal pour cette riche explication autour des groupes entre pairs et de l'accompagnement. Je laisse maintenant la parole à Johanna James, directrice de l'association L'Envol, pour parler des séjours de répit. Et Johanna, je te propose d'inclure dans ta présentation la question qui a été posée par Sandra Bouira sur quelle différence faites-vous entre le temps de repos et le temps de répit. Voilà, je te laisse peut-être aussi inclure cette question dans ta présentation. Merci beaucoup. Donc bonjour, je suis Johanna Jam, je suis la directrice de l'association L'Envol, donc qui est une association qui organise des programmes adaptés pour des jeunes malades et pour leurs aidants familiaux, pour les aider à retrouver de la force et du courage donc, pour lutter contre la maladie. Et parmi les différents programmes que l'on propose dans l'association, il y a les séjours, les fameux séjours de répit. Donc, qu'est-ce que c'est le répit? Donc, le répit, c'est un temps qui permet à l'aidant d'être soulagé et qui lui permet également donc, de rompre avec un quotidien qui est chargé par un accompagnement, par voilà, une prise en charge d'une personne qui a besoin d'aide. Donc là, en fait, je parle au nom du collectif et je vais parler au nom de toutes les associations qui organisent des initiatives de répit, donc pas uniquement de l'Envol. Donc parfois, je risque de déraper un peu sur l'accompagnement des enfants et des parents d'enfants malades, parce que c'est ce que l'on fait à l'Envol. Mais globalement, voilà, je crois que le répit, quel que soit le public, il s'agit vraiment de soulager et de prendre du temps pour soi et de prendre soin de soi, qui est une problématique qui est commune à tous les aidants. Alors, qu'est-ce que c'est ce répit? Alors, il peut être de courte ou il peut être de longue durée. Toutes les initiatives qui existent, il y en a des nombreuses, proposent différents types de manières d'aider les aidants et aussi les aider. Donc, il peut y avoir des solutions courtes sur une journée, il peut y avoir des solutions sur plusieurs semaines et qui vont se matérialiser de manière très différente. C'est-à-dire qu'il va y avoir des accompagnements où l'aidant et l'aidé vont aller dans une structure où ils vont être pris en charge. Il peut y avoir aussi des solutions où il va y avoir des personnes qui vont aller au domicile, donc dans les familles pour prendre en charge l'aidé et soulager l'aidant. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment formidable. C'est qu'en fonction des problématiques que rencontrent les aidants et les aidés, il y a certainement quelque part une réponse qui répondra de manière pertinente à une souffrance ou à une problématique rencontrée par les aidants et les aidés. Donc, ces séjours, qu'est-ce que c'est? Les séjours de répit, ce sont des moments qui permettent de soulager la personne et puis ils permettent aussi de partir également avec la personne aidée. Ce qui est intéressant dans toute l'offre de séjours de répit qui existe, c'est que vous pouvez avoir des séjours pour qui prennent en charge des pathologies communes, donc par exemple des séjours Alzheimer. Il peut y avoir aussi des solutions où on va mixer donc, les pathologies, comme par exemple ce que l'on fait à l'Envol. Alors, qu'est-ce qui peut encourager ou motiver un aidant? Parce qu'on sait que les aidants sont isolés et que voilà, et quand on est isolé, on a du mal parfois à sortir de son isolement. Qu'est-ce qui peut aider un aidant à faire la démarche de se faire aider? Ça va être de passer un moment en famille. Donc ça, bien souvent, c'est un besoin que rencontrent les familles, c'est passer un moment ensemble, essayer de passer un moment loin de la problématique de la maladie et aussi rencontrer, ça c'est un besoin qui est clairement identifié, c'est rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose que soi. Clairement, ça fait partie donc de l'amélioration, on va dire, de la santé mentale des aidants. Ils se sentent isolés et ils veulent pouvoir échanger de leurs problèmes, de ce qu'ils ressentent
exprimer leurs émotions aussi avec des gens qui rencontrent la même difficulté qu'eux. Nous, je sais qu'à l'Envol, sur nos séjours, les familles, les parents, quand ils se retrouvent sur nos week-ends famille, un des moments les plus chers à leurs yeux, c'est le moment où ils vont pouvoir parler avec les autres papas, les autres mamans sur les problématiques qu'ils rencontrent. Voilà. Et puis aussi pouvoir se décharger de ces sentiments d'épuisement qui peut parfois mener à une sensation de culpabilité par rapport à son propre épuisement parce qu'on a envie de faire tellement bien qu'à un moment, on sent qu'on est, on est moins performant parce qu'on reste humain. Et il peut y avoir des moments de culpabilité. Et ça, ce sont des sentiments qui sont extrêmement importants de pouvoir être partagés entre aidants. Ce que je voudrais préciser avant de passer voilà, aux bénéfices de ces séjours de répit, c'est expliquer qu'il y a des aidants majeurs, donc on va parler des parents, mais il peut y avoir aussi des aidants mineurs, donc des frères et sœurs, des jeunes qui se retrouvent voilà, dans des situations d'aidance qui sont extrêmement complexes, qui ne sont pas forcément exprimées et qui ne sont pas forcément connues dans les établissements scolaires, notamment que fréquentent les enfants. Donc, ces séjours de répit, ce sont aussi des moments où on peut identifier des souffrances, des problématiques et essayer d'apporter des solutions donc aussi à ces jeunes. Voilà, alors les bénéfices. Nous, à l'Envol, donc on a beaucoup travaillé, donc essayer de faire remonter quels sont les bénéfices de ces séjours de répit. Donc le premier, c'est s'accorder du répit tout simplement, accepter de se donner du temps pour soi, accepter de prendre du recul par rapport à son quotidien. Ça, c'est quelque chose que souvent les aidants ne sont pas amenés à faire, prendre du temps, prendre un peu de hauteur et aussi prendre soin de soi, prendre du plaisir, juste se laisser un petit peu aller. Voilà. Ensuite, donc, il y a le renforcement du lien familial. Donc ça a été déjà dit précédemment, la maladie, le handicap, quel qu'il soit, met à mal la famille. Il y a beaucoup de séparations, d'appauvrissement qui sont dus donc à ces situations d'aidance. Et donc, ces moments, ça peut être pour les parents, pour les enfants aussi, de réaliser qu'ils peuvent passer un bon moment ensemble, qu'ils peuvent faire des activités ensemble. Ils peuvent faire je vais dire un Scrabble, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on leur fait faire, mais passer des moments en toute simplicité et qu'ils en sont, capables. Et c'est une manière de se redécouvrir en tant que famille. Voilà, donc ça, c'est un des bénéfices que l'on mesure et que l'on constate. Ensuite, il y a le renforcement du lien social. Donc là, on est en plein dans le sujet d'aujourd'hui. Les familles, les parents voilà, qui sont confrontés à ces situations sont isolés. Sont isolés parce qu'ils sont débordés, parce qu'ils sont fatigués et parce qu'ils ne sont pas forcément entendus et compris par leur environnement. Leur vie sociale est extrêmement impactée. Sans parler de leur vie professionnelle potentiellement. Et donc, en fait, d'aller sur un séjour de répit, ils retrouvent quelque part confiance en eux pour, pendant le séjour, aller vers les autres, mais aussi par la suite, avoir plus de compétences personnelles pour aller vers les autres. Et ça, c'est des choses que l'on a entendues régulièrement. Avant ce séjour, c'est vrai que je n'avais plus de vie sociale. Depuis, j'en ai compris l'intérêt et je sais mieux faire la démarche pour aller vers l'autre. Voilà. Et puis ensuite, bien sûr, il y a le renforcement des capacités de résilience qui permettent, voilà, ces séjours, les gens se reposent, ils prennent du recul, ils prennent soin d'eux et forcément, donc, ils vont retrouver au fond d'eux plus de force au quotidien pour lutter face à la maladie ou au handicap, à la situation à laquelle ils sont confrontés. Voilà. Et alors, il y a un autre bénéfice qui est extrêmement intéressant de ces séjours de répit, c'est qu'ils aident les gens qui participent à changer le regard. Et changer le regard, donc ça, pour nous, c'est quelque chose qui compte énormément parce que ce n'est pas juste le regard sur l'autre, c'est d'abord le regard sur soi,
prendre vraiment conscience de soi, s'avouer certaines faiblesses, reconnaître certaines forces. Et ça, c'est important pour que les personnes se sentent valorisées. Il y a aussi le changement de regard par rapport aux membres de sa famille. On constate bien souvent, après un séjour de répit, des constatations de « je n'aurais jamais cru que mon enfant était capable de faire ça » ou « je n'aurais jamais cru que mon père ou ma mère allait faire telle ou telle chose ». Et ça, c'est encore une autre forme de valorisation, d'enrichissement personnel, de bienfaits pour la santé mentale des personnes et qui vont les aider. Toujours pareil, ça c'est un cercle vertueux à aider les gens après dans leur vie quotidienne à avoir plus confiance en eux, à mieux se connaître et à aller plus facilement vers l'autre ou plus facilement demander de l'aide si elles en ont besoin, ou se dire, il y a telle ou telle personne dans ma famille que j'ai bien compris qu'elle avait besoin d'aide. Voilà, il y a pas que telle personne, il y a aussi cet enfant-là qui est en difficulté pour une toute autre raison. Et je vais faire donc le nécessaire pour l'aider. Voilà, donc les séjours de répit, il en existe de nombreux en France. Donc, comme je le disais tout à l'heure, de plus ou moins longue durée, de plus ou moins avec des formes très différentes. Bien souvent, donc, il y a des possibilités de gratuité. Alors, il ne faut pas hésiter, je crois, à se renseigner parce que la gratuité existe, les prises en charge, elles existent. Et voilà, donc, ce que je voulais partager avec vous sur les séjours de répit. Et voilà, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous les 3 pour ces apports très riches sur ces 3 grands groupes de solutions. Donc, un certain nombre de questions ont été posées, je les reprends dans l'ordre. Donc, la première peut-être à Alice, qui vient de Sébastien Battesti. Est-ce que les gens ont réellement suivi les préconisations et les orientations suggérées par les intervenants dans les lignes d'écoute à court et long terme? Une excellente question. Alors là, du coup, moi, je vais parler au nom de mon association avec nos proches et si j'ai des collègues du collectif qui ont envie aussi de réagir, n'hésitez pas. Donc, nous, avec nos proches, on a la problématique que nos appels, sont anonymes. Donc, pour savoir si les préconisations ont été mises en place, on peut faire une mesure d'impact, des questionnaires, en tout cas un suivi. Donc, pour nous, c'est un petit peu plus complexe de pouvoir en fait faire un réel suivi des préconisations. Je pense que pour certains, oui, pour d'autres, non. Ce qui est important de prendre en compte, en tout cas, c'est cette notion de cheminement. Donc, même si la préconisation n'est pas prise en compte tout de suite sur le court terme, elle pourra être faite sur le long terme. En tout cas, la graine, on va dire que la graine a été plantée et va permettre à l'aidant de cheminer. Généralement, nous, ce qui ressort, en tout cas des témoignages qu'on peut recevoir des aidants, c'est ça m'a fait du bien parce que j'ai pu échanger avec quelqu'un qui a compris. Je me suis sentie moins seule et ça parce qu'elle l'a dit dans les groupes d'échange, comme nous, c'est une ligne entre pairs. Mais je suis sûre que c'est exactement pareil avec les professionnels, c'est de se sentir compris qui ressort. Et généralement, en fait, l'aidant est quand même dans une position où il veut continuer ce sentiment positif finalement qu'il a ressenti. Donc, en tout cas, du côté d'avec nos proches, je ne peux pas vous donner une réponse statistique en disant tant de pourcentage utilisent ou pas. S'il y a des collègues dans l'Assemblée, n'hésitez pas à réagir si vous, pour le coup, vous avez une mesure d'impact qui donne ces chiffres-là. Me permettre, moi, de compléter ce que vient de dire Alice. Nous, à la Maison des aidants, Association nationale, on a fait une mesure d'impact. Mais tout réside également dans l'élaboration et le modèle des groupes d'échange ou d'ateliers qui sont proposés. Coutume de dire que un one-shot, un atelier isolé est pire quasiment que rien du tout. Et idéalement, il faut pouvoir proposer à ces groupes d'aidants, ces pères aidants, un cheminement qui ne peut que se construire au travers de rendez-vous assez réguliers
Alors, pas sur forcément des années, hein, mais au moins sur plusieurs semaines et à minima, en général, c'est quelques mois. L'idée étant voilà, d'essayer d'amener un mode de fonctionnement, un mode de réflexion différent, et c'est ce qu'on essaye de proposer au travers d'un parcours, au travers même d'un parcours pédagogique, de manière à amener progressivement ces aidants à un moment donné, ça a été évoqué tout à l'heure, très justement, à évoquer le problème de culpabilité qui est un sentiment vécu par une majorité des aidants. Alors, on ne va pas débattre de la culpabilité des aidants aujourd'hui, mais néanmoins, on voit bien que dès lors que cette culpabilité va être verbalisée, et on sait que dès lors qu'elle est verbalisée, elle est donc conscientisée, va permettre l'ouverture, une ouverture à ces aidants pour à un moment donné accepter qu'ils ne peuvent pas tout faire eux-mêmes, accepter éventuellement de déléguer à d'autres et déléguer à des professionnels, ce qui est extrêmement difficile dans certains cas pour des parents aidants, par exemple, pour des enfants aidants également. Et ces groupes doivent voilà, évoluer sur un certain temps, proposer des rendez-vous. Et l'expérience montre que lorsqu'on fait, et nous avons fait des évaluations au terme de ces parcours, avec même des rendez-vous pour faire cette évaluation, parfois à 3 mois, 6 mois après les parcours que l'on propose, avec un gain de compétences, entre guillemets, et là encore une fois, le terme de compétences resterait à être discuté, véritablement impressionnant, puisqu'on est sur des points d'amélioration qui sont de l'ordre de 60 à 80%, ce qui est considérable. Et ça vient tordre le cou d'ailleurs à quelques études ici ou là. Je pense à des études québécoises qui ont tenté de prouver un peu le contraire. Mais quand on étudie bien et qu'on regarde bien le modèle de ces différentes études, on se rend compte qu'elles s'appuient sur des modèles assez différents. Et encore une fois, le one-shot, ou seulement 2 petits ateliers ou groupes d'échange qui pourraient se suivre, sont en général contre-productifs. Merci beaucoup Alice et Pascal pour la réponse à la question de Sébastien Battesti. Donc effectivement, la nécessité du temps long, d'un chemin qui est à la fois personnel, qui appartient à la personne et qui voilà, peut s'accompagner par des professionnels quand les structures sont du coup en place. Je laisse la parole maintenant à Céline Dubois qui souhaitait s'exprimer. Céline, on voit que votre micro est activé, mais on ne vous entend pas. Dans ces cas-là, on vous propose de poser votre question peut-être dans le chat. Je prends du coup une remarque question qui a été posée sur la place des entreprises dans la reconnaissance des aidants. Donc la question comment faire évoluer les entreprises et leur direction RH pour que la prise en compte des besoins des salariés aidants ne soit pas une coquille vide qui se limite à des effets de communication RSE, mais non appliqués sur le terrain. Est-ce que un de vous trois souhaite réagir à cette remarque? On ne va pas monopoliser la parole, mais il se trouve qu'on a là aussi, et on travaille depuis de longues années avec certaines entreprises. Les entreprises, d'ailleurs, n'échappent pas à la règle qui consiste à avoir remarqué depuis longtemps que la vraie difficulté est d'arriver justement à sensibiliser les aidants en général qui ont cette caractéristique d'être dans une forme de bulle qui souvent les empêche juste de voir ou de regarder, encore mieux, ce qui pourrait quelque part les aider. Alors, en sachant que déjà par le point de départ, c'est que très souvent eux-mêmes ont une difficulté pour déterminer leurs propres besoins ou même parfois des attentes. C'est pas la généralité, mais ça existe quand même assez souvent et le problème est posé également pour
les salariés aidants. Les salariés aidants sont essentiellement des aidants tout court, avec cette particularité d'avoir à concilier vie professionnelle et rôle d'aidant. Alors, les chiffres aujourd'hui sont affligeants, hein, quand on voit que le plan Agir pour les aidants préconise quand Dont même on va parler juste après aussi. depuis un an d'être obligé pour ces entreprises d'impliquer dans leur RSE la thématique des aidants, et qu'on voit que la large majorité n'a encore mené aucune action, qu'une grande partie souvent des cellules RH n'ont jamais entendu eux-mêmes parler d'un aidant, on voit que le chemin est extrêmement complexe et arriver à les mobiliser, à les sensibiliser est un travail de longue haleine dont on va parler sans doute. Tout à fait. Et effectivement, dans notre plaidoyer, il y a toute une petite partie, mais certes assez développée sur des entreprises qui ont déjà une vraie politique, à l'instar des aidants. On pense notamment au groupe La Poste, mais pas que. Voilà, on a essayé un peu de détailler et effectivement, c'est une thématique qui commence à émerger, mais certes de façon très lente. Il est 10h47 pour finir dans les temps. Je vous propose juste de prendre quelques dernières prises de parole avant de passer aux 10 préconisations du collectif. Donc, je donne maintenant la parole à Camille Vassor de l'association JAD, puis je la donnerai à Céline Dubois et Séverine Pérez pour clôturer cette tour de table. Oui, bonjour, donc Camille Vassor, je suis chargée de mission de l'association nationale JAD. Et je me permettais du coup de prendre la parole parce que les jeunes aidants ont été cités à plusieurs reprises lors de cette conférence et notamment par la directrice de l'Envol dans le cadre des séjours répit. Et donc, je voulais juste revenir un peu sur les jeunes aidants. Donc, nous sommes une association nationale en fait, qui développe depuis 7 ans des ateliers JAD qui répondent à un double objectif, c'est-à-dire permettre donc, du coup, un temps de répit qui a été très bien défini précédemment, donc je ne vais pas du tout revenir dessus, et un espace d'expression. Et ce qu'il faut savoir, c'est ce qui caractérise les ateliers JAD, c'est la mixité en fait, des profils des jeunes aidants, qui n'est pas conditionnée par la situation du proche aidé. Et en fait, donc, tous nos dispositifs, parce qu'à l'heure actuelle, il y a un SMH qui est présent dans 6 régions françaises, plus l'Île-de-France, ça fait 7. Et l'ensemble de ces dispositifs, en fait, est évalué par le laboratoire de l'Université de Paris. Et si vous voulez, ce qui ressort de cette évaluation, c'est vraiment que la majorité des enfants, en fait, ils souhaitaient vraiment pouvoir se reposer grâce aux ateliers. Mais ils attendaient aussi la possibilité donc, de s'exprimer par le biais du média artistique qu'on leur propose, que ce soit du cinéma, du théâtre. Et aussi, ce qui ressort beaucoup à la fin, c'est qu'ils ont beaucoup aimé. Ils étaient vraiment en demande d'échanger avec d'autres jeunes de leur âge. Et là, sur l'évaluation du coup de l'expérimentation qui a pris fin là en mai 2021, sur les 117 jeunes qui ont été interrogés, c'était majoritairement des filles qui aidaient un parent, et particulièrement leur mère. Et après, ce qui est intéressant, et ça a été évoqué très bien tout à l'heure, c'est que les jeunes aidants, il y en avait seulement 51 qui se considéraient comme jeunes aidants. Voilà, parce que ça reste une population encore invisible et une situation assez taboue. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup Camille pour effectivement cet apport sur spécifiquement les jeunes aidants qu'on a un peu balayé rapidement dans cette présentation. Donc pour clôturer ce tour de table, je laisse la parole à Séverine Pérez de l'association Espace Singulier. Oui, bonjour à tous. Je revenais juste sur la question précédente sur est-ce qu'on a une idée du nombre d'aidants qui se saisissent des lignes ou des propositions faites proche de chez eux, etc. Nous, Espace Singulier, on répond par téléphone et par mail aux aidants, notamment, sur toutes leurs problématiques. Il y a déjà un grand temps de libération de la parole en général, puisque, comme vous l'aviez dit, par téléphone, c'est complètement libre. Ils peuvent déposer au creux de nos oreilles leur quotidien. Nous n'avons pas de chiffres parce que c'est très compliqué de savoir ceux qui se sont vraiment saisis ou pas, puisque l'esprit d'Espace Singulier, c'est de les laisser libres de choisir ou pas. Nous, on va les mettre en lien
de façon très personnalisée avec ce qui peut être proposé autour de chez eux, mais aussi si vraiment ils bloquent sur quelque chose qu'ils veulent absolument, mais que ça n'existe pas autour de chez eux, le fait de leur dire, ça permet de cheminer, de pouvoir envisager d'autres solutions, de se diriger vers d'autres choses. En tous les cas, il arrive que des personnes nous rappellent pour nous dire où elles en sont, pour nous remercier, voilà, pour dire voilà, on a pu faire ça, ou on a enfin trouvé ce qui convient, ou ça n'a pas fonctionné aussi parfois. Et ça, c'est des retours intéressants. On a aussi les retours de professionnels, puisqu'on a un grand partenariat sur l'Essonne. Les professionnels parfois nous appellent pour nous dire, ben voilà, Madame Untel que vous nous avez adressée est venue vers nous et a pu avancer dans sa situation. Donc ça, c'est quand même un indicateur, en tous les cas, qui permet de dire que globalement, dans la majorité des cas, les personnes se saisissent de ce qui peut être apporté, proposé. Et après, s'ils ne le font pas, souvent, en fait, c'est déjà l'épuisement est très avancé et qu'ils sont au bout, et que de toute façon, le simple fait de faire une démarche est déjà compliqué. Donc, voilà, il y a aussi cette partie-là, je pense, qui est peut-être à travailler dans une autre situation, mais c'est vraiment intéressant de voir que majoritairement, ils se saisissent de ce qui leur est proposé, ou en tous les cas, s'ils ne le font pas, il y a souvent une bonne raison. Voilà, c'est le petit plus que je souhaitais apporter. Merci. Merci beaucoup. Alice, tu veux lire? Oui, je voulais juste réagir du coup, et je vois que RMA aussi parle de cette petite graine. Je pense que dans tous les cas, que ce soit l'entreprise, les associations, on sait qu'accompagner un aidant, c'est un travail de fourmi. C'est un travail de fourmi et c'est un travail de répétition. Donc, on est tous dans des métiers où il faut avoir énormément de patience parce que le cheminement de l'aidant, il est compliqué. Et c'est là où le travail du collectif, il a vraiment tout son intérêt. C'est que ce cheminement, il va passer vraiment aussi par la reconnaissance. Et quand l'aidant sera reconnu dans ce rôle, que ce soit par le grand public, les politiques, les pouvoirs publics, les professionnels de santé, ce cheminement et ces actions, elles seront faites peut-être plus rapidement parce que la déculpabilisation sera plus rapide. Mais en attendant, que ça soit pour les entreprises, les professionnels de santé, en tout cas tous, c'est un travail de fourmi et aussi un travail de répétition par tous les acteurs qui sont autour de ce duo aidant-aidé. Merci beaucoup à toutes et à tous pour vos remarques, échanges, interactions et réponses aux questions. Pour information, donc, nous allons rédiger un compte-rendu de cette conférence et toutes les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, nous les inclurons dans le compte-rendu que vous recevrez la semaine prochaine. Il est 10h54. Je laisse donc maintenant la parole une dernière fois à Alice Tenover, présidente du collectif, pour que nous puissions vous partager les 10 propositions du collectif Je t'aide pour lutter contre l'isolement social des aidants. Donc l'idée, c'est que Alice puisse vous les exposer. Ensuite, on aura un dernier temps d'échange pour que vous puissiez y réagir et enfin un temps de conclusion. C'est parti. Bon, vous l'aurez compris, c'est une forme de conclusion, mais qui sera donc un petit peu longue. Non, c'est vraiment la présentation de ces 10 propositions d'un gros travail collectif autour de cette thématique qui est chère aux aidants, puisque c'est eux qui l'ont choisi, mais c'est aussi très, très important pour le collectif Je t'aide, parce que pour nous, voilà, le lien social, c'est vraiment primordial et vital, parce que créer des liens sociaux forts aura clairement un impact sur la qualité de vie des aidants, et qui dit qualité de vie dit prévenir les situations à risque d'épuisement. Donc, dans les 10 propositions du collectif autour de cette thématique, on les a tournées autour de 4 axes. Le premier axe, rendre visibles les aidants. Le deuxième, les repérer, les accompagner. Le troisième, favoriser leur maintien et l'accès à l'emploi. On en a justement parlé. Et le quatrième, renforcer le lien social autour d'eux. Donc, je passe tout de suite au premier axe, rendre visibles les aidants, avec une première proposition. Donc, à chaque fois, je mettrai un petit peu un contexte. Je vais essayer d'être rapide et vraiment, je vous invite à lire cette partie du plaidoyer qui est concrètement la plus importante. Donc, notre première proposition, elle va être autour d'une étude nationale. Pourquoi? C'est que pour nous, cette visibilité de l'isolement des aidants, ça passe par des études et des statistiques d'ampleur, mais qui manquent
cruellement concernant les aidants. La preuve, c'est que la dernière enquête publique, c'est celle de l'adresse sur handicap santé aidants informels qui a été menée en 2008. Les statistiques plus récentes, elles sont menées par des acteurs privés, comme l'Observatoire de la Massif des aidants ou encore le baromètre de la Fondation April. Mais elles ne permettent pas d'avoir des données d'ampleur comme a pu faire l'adresse en 2008. Donc, en parallèle, sur le plan Agir, il y a une mesure qui a été annoncée pour la réalisation d'une enquête par la santé publique sur les risques qui pèsent sur la santé des aidants, mais en tout cas, pour nous, elle nous semble incomplète et on sera attentif à ce que cette étude, elle favorise vraiment une approche globale de la santé des aidants au sens de la définition de l'OMS et de la Charte d'Ottawa. Donc, sur la proposition numéro 1 de notre plaidoyer, c'est à partir de la revue de littérature scientifique actualisée, conduire une étude nationale menée par l'adresse pour mettre à jour et compléter les données de connaissance et de repérage des aidants en France. Donc, avec description des aidants, du lien aidé-aidant, critères socio-économiques, indicateurs de santé géographiques, et renouveler, et ça c'est très important, renouveler cette étude tous les 5 ans pour suivre des cohortes d'aidants et d'aidés. Donc, voilà pour la première proposition sur cet axe. La deuxième proposition, c'est autour d'une campagne de sensibilisation nationale. Pourquoi? Parce qu'en introduction, la visibilité des aidants, elle passe également par des actions de communication, ça c'est clair, qui seront menées nationalement. Les campagnes de sensibilisation qui ont lieu sont aujourd'hui financées, encore une fois, par des associations elles-mêmes ou par des acteurs privés, donc comme par exemple une de nos actions phares au sein du collectif Je t'aide, la campagne de sensibilisation annuelle qu'on a lancée en 2018. Malgré le succès, ces campagnes ne permettent pas de toucher l'intégralité de la société française. C'est pourquoi cette proposition numéro 2, qui est de mener une campagne de sensibilisation nationale lors de la Journée nationale des aidants du 6 octobre, qui vraiment permet de mobiliser tout le monde autour d'une date, que cette campagne de sensibilisation, elle soit financée et diffusée par le ministère de la Santé et des Solidarités, sur le modèle des grandes campagnes de prévention, comme on peut voir avec les spots télé, radio, affichage dans les espaces publics, campagne digitale, donc vraiment qu'on arrive à marquer les esprits le 6 octobre. Et cette campagne, évidemment, elle pourrait être co-organisée par le collectif Je t'aide et elle permettrait de sensibiliser le grand public à la question de l'aidance et des vulnérabilités. Pour les prochaines propositions, nous passons à l'axe 2, qui est donc repérer et accompagner les aidants. Donc, comme vous savez, la moitié comme on a pu vous présenter lors de cette rencontre, la moitié des aidants et des aidantes se sentent seuls et non soutenus moralement. Cet isolement est en partie issu d'un manque de repérage et d'accompagnement de la part des professionnels qu'ils rencontrent dans leur parcours d'aidant. Excusez-moi, j'ai un problème d'affichage. Voilà, dans leur parcours d'aidant, donc certaines initiatives existent, comme par exemple celle de l'Institut de formation de Bordeaux-Bagatelle, qui sensibilise notamment des intervenants et des responsables de secteurs d'associations d'aide à la personne à l'aidance avec une grille de détection. Je vous invite à nouveau à bien regarder le plaidoyer parce qu'on vous a présenté plusieurs solutions qui sont existantes. Il y en existe d'autres. Dans le plan Agir pour les aidants, il a notamment été question d'instaurer un réflexe proche aidant chez les professionnels de santé ou d'accompagnement et d'identification du rôle de proche aidant dans le dossier médical partagé. Mais nous pensons, nous, que ces mesures sont insuffisantes et plaidons donc pour une véritable formation de ces acteurs et de ces actrices. Ce qui m'amène donc à la proposition numéro 3 sur notre plaidoyer, qui est de former les professionnels de santé sociaux et médico-sociaux, également de l'éducation nationale, donc on rappelle pour les jeunes aidants, de la médecine du travail, les employeurs, les fonctions RH et les acteurs des séjours de vacances et animateurs au repérage des aidants et à leur orientation vers des structures adaptées d'information et d'accompagnement. Cette proposition nécessite d'inclure ces éléments dans une formation initiale et continue de ces professionnels et de créer des parcours pédagogiques et adaptés. La thématique aidant devait être également inclue dans les enjeux sociétaux et environnementaux, y compris dans l'enseignement,
de la RSE. Donc, pour rebondir un peu avec ce qu'on s'est dit il y a quelques minutes, l'importance que tous autour de l'aidant, on ait cette formation et qu'on puisse planter cette graine permettra vraiment que les aidants finalement se saisissent des solutions qui sont existantes. Passons maintenant à la proposition 4. Donc, en introduction, au-delà en fait, du repérage systématique des aidants, c'est également un accès à l'information qui est rendu difficile par une multiplicité des canaux et une trop faible promotion. Donc là, encore une fois, il y a des initiatives qui sont à repérer et je vous invite vraiment à aller les découvrir sur le plaidoyer, mais notamment les plateformes de répit, des numéros d'écoute et de soutien comme Espace Singulier, la plateforme Ma Boussole Aidante. Donc, il y a des dispositifs qui existent voilà, autour de cette information. Au niveau du plan Agir pour les aidants, il y a une proposition de la création d'un label de lieu d'accueil et d'une plateforme numérique recensant les différentes initiatives, mais nous pensons plus pertinent aujourd'hui de favoriser finalement et de valoriser les initiatives qui sont déjà existantes afin d'éviter un empilement des dispositifs. Ce qui nous amène à notre proposition 4, qui est associer le collectif Je t'aide à la création d'un cahier des charges, du label de lieu d'accueil des aidants. Cette labellisation devra valoriser les initiatives qui prennent en compte l'ensemble des aidants en décloisonnant les volets handicap et perte d'autonomie et les structures qui informent déjà les aidants, telles que les plateformes de répit ou les communautés 360. Au-delà d'une labellisation, il faudra évidemment des moyens supplémentaires et je pense que mes collègues, les membres du collectif seront bien d'accord sur cette notion de moyens supplémentaires qui devront être alloués à ces structures afin de leur permettre de fonctionner et d'en faire de véritables guichets uniques d'information et de proximité sur chaque territoire. Je passe à la proposition numéro 5, qui est vraiment en continuité puisqu'on est sur du soutien financier d'associations et de fondations. On l'a déjà dit dans les introductions un petit peu plus tôt, mais il convient donc de renforcer l'accompagnement des aidants dans leur parcours. Et aujourd'hui, il existe plusieurs associations, on en a vu qui se sont exprimées ce matin, mais il y en a encore bien d'autres au sein du collectif et en dehors du collectif qui soutiennent et qui font un travail très important auprès des proches aidants aujourd'hui. Donc, le plan Agir pour les aidants prévoit la diversification et le déploiement des offres d'accompagnement par des professionnels et des pairs dans tous les territoires avec un objectif de 450 000 aidants accompagnés. Nous, en proposition 5, ce que l'on propose, c'est de soutenir financièrement les associations et les fondations qui accompagnent et soutiennent les aidants dans une démarche globale et de qualité. Donc, les structures sont aujourd'hui existantes. On a vu dans les remarques qui ont pu défiler dans nos échanges, c'est qu'aujourd'hui, il y a un manque de ressources, mais aussi ce sont des structures qui manquent de moyens. Donc, déjà par le soutien des structures, on va pouvoir clairement augmenter le nombre de réponses qui peuvent être apportées. Je passe au prochain axe sur favoriser le maintien dans l'emploi et l'accès à l'emploi des aidants. Donc ça a été encore une thématique importante dans nos échanges autour de la carrière professionnelle. Donc en effet, les carrières professionnelles des aidants sont fortement impactées par l'aide apportée aux proches aidés. Donc ça peut aussi bien être des parents d'aidants que des enfants qui accompagnent un parent âgé ou un conjoint. Donc c'est vraiment la carrière professionnelle, ça peut toucher tout type d'aidants et ils peuvent donc être amenés à réduire leur activité professionnelle, voire à l'arrêter. Et donc là, je fais un petit rappel à la notion de précarité qui est très importante pour les aidants. Donc, on a encore une fois des porteurs qui proposent des solutions à cette problématique. On pense notamment au CAP Andéo, avec Andéo qui fait partie du collectif. Donc, autour de cette problématique, on a bâti la proposition numéro 6, qui est de former les professionnels de l'emploi, du recrutement et de la formation professionnelle à la question de l'aidance et des compétences développées durant celle-ci. Donc, comment, en identifiant les aidants et les anciens aidants, il en a été aussi question
sur les discussions dans le chat, de les accompagner dans le repérage et la mise en valeur des compétences acquises durant les danses, avec notamment de la validation des acquis de l'expérience. 3, les accompagner dans le maintien et le retour à l'emploi, ainsi que dans leur trajectoire professionnelle. C'est vraiment les éléments qui nous paraissent indispensables. Également, la proposition 7 autour de cette thématique qui est sur le congé de proche aidant. Donc, vous avez, je pense que nous en avons tous entendu parler en 2020 du congé de proche aidant qui a donc été lancé en octobre 2020. Donc, le congé de proche aidant a été mis en place, c'est clairement une réelle avancée, mais pour le collectif, il est aujourd'hui trop restrictif dans ces conditions, puisque ne peut y accéder que des proches aidés évalués à un GIR 1, 2 ou 3, ou alors avec une situation de handicap supérieure à 80%. Il y a également une durée qui est assez restrictive, avec un maximum de 3 mois renouvelables, mais donc maximum de 3 mois qui est financé. Donc cette proposition 7, elle est autour de ce congé du proche aidant. Nous voulons étendre le congé de proche aidant aux aidants s'occupant d'un proche évalué en GIR 4, d'un proche atteint d'une affection de longue durée, d'un proche ou d'une proche en situation de handicap inférieur à 80%, présentant une situation complexe. Nous souhaitons étendre la durée de ce congé au-delà de 3 mois, augmenter son indemnisation et permettre un congé par proche accompagné pour les aidants qui accompagnent plusieurs proches. Également, donc notre dernier axe qui est sur le renforcer le lien social autour des aidants. Donc nous pensons que créer des cercles vertueux de lien social autour des aidants est primordial pour leur permettre de libérer du temps et de libérer cette parole et de continuer cette vie sociale. Donc arrive notre proposition 8 qui est de développer, diversifier et de rendre accessibles les dispositifs de répit. Donc le plan Agir pour les aidants inclut le lancement d'un plan national de renforcement et de diversification des solutions de répit. Tant mieux, puisque c'est clairement un besoin. Cependant, les fonds ne sont pas clairement fléchés et seront à distribuer via les ARS. Donc aujourd'hui, on ne sait pas encore exactement comment vont être réparties les aides financières. Donc, on a plusieurs initiatives repérées, telles que le baluchonnage avec Baluchon France, les séjours de répit. On en a discuté avec Jade, avec l'Envol. Il y a également que les maladies nosocomiales. En tout cas, voilà, on les bobos à la ferme. Il y a plusieurs solutions au sein du collectif et en dehors qui proposent des solutions de répit. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on met dans cette proposition numéro 8, c'est de développer, diversifier et rendre accessibles géographiquement et financièrement les dispositifs de répit. En particulier, développer le maillage des plateformes de répit, tout motif d'aide confondu, ainsi que leur financement. Inclure dans leur cahier des charges territoriales et coordonnées le répit de longue durée, y compris au domicile. Donc, on pense aux suppléances, au relayage, au concept de baluchonnage et les dispositifs de répit non institutionnels. Et également simplifier l'accès administratif à ces dispositifs de répit. On en parle également souvent de cette charge administrative qui pose sur les épaules des aidants. Je continue sur la proposition 9. Je suis désolée, c'est très long, mais c'est vraiment pour nous très, très important de bien rentrer dans le détail de toutes ces propositions. Donc, la proposition 9 qui est autour de poursuivre l'accessibilité universelle des lieux publics, de loisirs et de citoyenneté pour permettre l'accès aux aidants et à leurs proches aux lieux de sociabilité et développer des solutions de mobilité plus souples, généralisées et moins coûteuses pour se rendre dans ces lieux. Donc, on parle notamment, encore une fois, des séjours de répit qui puissent être ouverts à tous. Et enfin, dans la proposition 10, c'est de promouvoir des lieux de vacances et de loisirs inclusifs, donc encore une fois, qui soient accessibles à tous, pour permettre à chacun, chacune de vivre en société et favoriser ainsi la diversité, la rencontre et le changement de regard sur la maladie, le handicap, la dépendance et les fragilités. Former les professionnels de l'animation à l'accompagnement des aidants. Voilà pour nos 10 propositions.
Merci beaucoup Alice. Au vu de l'heure, il est 11h10. On vous propose de passer donc à la conclusion qui est en deux temps, à la fois donc s'engager à nos côtés sur ce plaidoyer. Donc Alice, je te laisse. Je continue. Ouais. Je suis désolée, vous allez peut-être être fatiguée de ma voix. Mais donc, comment s'engager à nos côtés? La première chose, c'est de diffuser au maximum ce plaidoyer. Je pense qu'on parlait de la formation, mais on s'est rendu compte aussi que les personnes qui véhiculaient le mieux l'information, c'est ceux qui connaissaient, qui étaient porte-parole de ce sujet des aidants. Donc, vous êtes les meilleurs porte-parole à le diffuser, à le faire connaître. Donc, vraiment, s'engager à nos côtés, c'est de pouvoir le diffuser au maximum et d'être ambassadeur de ce plaidoyer. Vous pouvez également vous abonner à nos réseaux sociaux et encore une fois, diffuser nos communications, LinkedIn, Twitter, via nos newsletters, via Facebook. Vous pouvez également nous rejoindre en tant que membre. Ça, pour le moment, j'ai mis une petite parenthèse, car le collectif, nous avons grossi sur ces dernières années, donc nous sommes en train de nous réorganiser en interne, mais dès janvier 2022, on rouvrira nos portes pour que vous puissiez nous rejoindre en tant que membre. Et notre objectif, c'est vraiment d'être un maximum de représentants au sein du collectif, puisque la parole, pour avoir une parole forte, c'est d'être nombreux aussi pour la porter et représenter les aidants. Et enfin, vous pouvez aussi vous engager à nos côtés en co-organisant un événement avec le collectif, et notamment au moment de la JNA, nous pouvons vous accompagner dans l'organisation d'un événement sur votre territoire. Voilà pour l'engagement à nos côtés. Merci beaucoup. Et pour la dernière conclusion, on voulait vous donner les actualités du collectif suite à cette conférence. Donc, en début de semaine, nous avons lancé notre appel à projet qui s'appelle le prix Initiative Aidant, qui va récompenser 5 initiatives qui visent à lutter contre l'isolement social des aidants. Donc, si vous souhaitez postuler, c'est le moment. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 août. Donc, si vous êtes une structure, peu importe la forme, qui mène une action pour lutter contre l'isolement social des aidants, postulez. La remise des prix aura lieu le 6 octobre, le jour de la JNA. Nous organisons le mardi 15 juin un Facebook Live à destination des aidants pour les sensibiliser à la question de l'isolement. Donc, si vous souhaitez diffuser cette conférence aux aidants avec lesquels vous êtes en contact. Nous rencontrons durant tout le mois de juin, juillet et les mois qui suivent les candidats aux élections régionales et départementales pour leur porter notre plaidoyer et puis de commencer effectivement une sensibilisation aux candidats aux élections présidentielles. Nous commençons également des campagnes de sensibilisation, donc de communication sur la question des aidants, que ce soit en ligne ou en présentiel via des affiches sur les abribus dans l'ensemble de la France. Et puis évidemment, nous sommes porteurs, co-organisateurs et mobilisateurs lors de la Journée nationale des aidants qui aura lieu le 6 octobre et nous serions évidemment heureux de co-organiser avec vous un certain nombre d'événements pour que l'ensemble du territoire soit couvert. Comment nous contacter? Vous avez à l'écran du coup, mon adresse mail et mon numéro de portable pour poursuivre la discussion. Vous serez destinataire la semaine prochaine d'un compte-rendu détaillé de ce qu'on s'est dit aujourd'hui et des ressources que vous avez postées dans le chat pour qu'elles soient accessibles à tous et à toutes. Et il ne me reste qu'à vous remercier pour votre présence et votre attention. Et puis à très vite. Je pense nous avons tous et toutes beaucoup de choses à faire ensemble et tout ne s'arrête pas aujourd'hui. À très Merci vite. à tous.